Dimanche, c'est politique se poursuit et nous sommes bien sûr sur le duel de ce dimanche. Nous allons aborder notamment deux sujets. D'abord, la mesure prise par le gouvernement à l'occasion de son conseil des ministres de cette semaine qui consiste à appuyer sur le plan financier, bien sûr, les personnes qui ont été affectées par les travaux d'aménagement à Khouakodi et à Fillon 1. On parle d'un montant de 3,4 milliards de francs CFA. Est-ce déjà l'amorce du social? Le social est-il déjà en marche? On va examiner cette question dans cette émission. Et puis, le 15 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la démocratie. Une occasion pour nous de voir un peu dans cette émission où en est le Bénin sur le chemin démocratique. Et justement, pour faire les différentes analyses sur ce plateau, je reçois pour vous Antoine Adoukonou, que vous connaissez. Bonjour. Bonjour, monsieur Gilles Christ. Vous êtes membre du parti politique Bloc républicain. Merci de votre présence. Merci beaucoup. En face de vous, Boris Tougan, que nous recevons sur ce plateau. Boris, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, professionnel des médias, patron de presse, puisque vous êtes le directeur général du journal L'Enquêteur. Merci d'être venu répondre en direct à nos questions. Merci, j'y suis parce que je tiens à votre personnalité et votre dynamisme. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Ça nous fait plaisir. Merci infiniment d'être là. Et justement, je démarre par vous, Boris Tougan. Le gouvernement, à l'occasion de son conseil des ministres, a décidé de débloquer 3 milliards 461 803 000 pour indemniser les citoyens qui sont affectés par les travaux d'aménagement, les citoyens qui ont été donc déguerpis à Fillon 1. On parle donc de l'aménagement de la route des pêches. Et puis à Khouakodi, est-ce que vous avez l'impression que le social est en marche? Bon, moi je ne parlerai pas de social parce que quand vous regardez la constitution du Bénin, la constitution de 1990, la protection du citoyen relève des compétences de l'État. Et vous vous rendez compte que déjà, dans la vie de tous les jours, le Béninois n'est pas déjà bien protégé. Vous avez dû constater qu'il y a des décrets qui organisent la protection civile. C'est la mise en œuvre des conséquences qui découlent de la Constitution. Donc l'État investit des milliards pour la protection civile. Mais vous ne pouvez pas dépenser des milliards pour construire un édifice et le détruire comme je l'ai constaté. Parce qu'on nous a dit que la zone indiquée devait être déguerpie pour servir à la construction d'infrastructures. Et si nous devons tenir compte du principe de développement intégral, c'est-à-dire le développement durable, nous ne pouvons pas mettre en œuvre des réformes sans tenir compte de l'homme. Mais les populations qui ont été déguerpies se sont installées sur ce domaine. Ils ont eu à construire en matériaux définitifs. Mais dans le même temps, vous savez qu'on a des problèmes de lotissement, d'aménagement surtout. Pendant des années, on n'a pas vraiment aménagé nos territoires. Conséquence, les gens se sont installés un peu partout anarchiquement. Voilà. Il y a même Il faut bien un temps pour changer la donne, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas de la faute des populations. Je vous donne des exemples. Il y a des quartiers à Cotonou où les populations se sont installées. On leur a donné des titres de propriété. On leur a même donné des permis d'habiter. Alors que cette zone, quand vous allez à la source du plan, des plans cadastraux à Cotonou, ceux qui ont tracé la ville ont déclaré ces zones inhabitables. Mais ce sont des officiers qui ont délivré des titres de propriété sur ces domaines-là. Donc, ce n'est pas aux populations de venir payer le prix par rapport à l'irresponsabilité ou le manque de professionnalisme des dirigeants politiques. Donc, si nous ne pouvons pas prendre la décision du gouvernement d'indemniser comme, disons, de l'aumône. Puisqu'il y a des dommages qui ont été créés aux populations. Oui. Est-ce que ce n'est pas une mesure quand même pour pouvoir les soulager? Mais si vous en droit, est-ce que ce n'est pas parce qu'on est conscient que quelque part, peut-être par le passé, l'État avait peut-être failli, que désormais on veut quand même indemniser un peu
les sinistrés. Si on peut Oui, mais le dire ainsi. si vous giflez quelqu'un, vous présentez vos excuses, on ne peut pas vous applaudir pour avoir fait amende honorable. Donc moi j'ai estimé que Oui. le gouvernement, au lieu de mettre la charrue devant le bœuf, on aurait dû prendre toutes les dispositions pour que ce travail, que j'encourage d'ailleurs, mais que ce travail soit bien fait. D'accord. Parce qu'avant, ce n'est pas bon, après, ce n'est pas bon. Vous devez agir en temps opportun. Surtout au niveau, quand vous êtes à ce niveau de responsabilité, la rigueur et le timing. Et je le dis souvent à ceux qui viennent m'écouter que la mise en œuvre des politiques publiques, ça s'apprend à l'université. Et il y a des spécialistes pour ça. Très bien. Donc on ne peut pas faire abstraction de cette ressource humaine et gérer un pays. Ça va poser problème. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour voir un peu les dispositions qu'on aurait dû prendre parce que vous avez parlé de cela. Antoine Adoukono, le 23 mai, à l'occasion de son discours d'investiture, le président Patrice Talon, qui était donc en direct à la face du monde entier, disait que le second mandat sera éminemment social. Est-ce que nous y sommes là? Non, je crois que nous y sommes depuis et c'en est un exemple encore. Parce que, qu'est-ce que nous entendons par le social? Ce que moi j'entends simplement par le social, c'est toutes les politiques publiques que le gouvernement peut mettre en place pour le bien-être des populations. Et pris comme tel, je crois que reloger les gens permettra de les mettre à l'abri de beaucoup d'inconvénients qui auraient survenu si on les délogeait sans mesure qui suivent. C'est pourquoi je dis que c'est du social, c'en est un. Je le dis parce que je ne sais pas la compréhension que les uns et les autres ont du social, sinon que toutes les politiques publiques que fait le gouvernement visent, in fine, le social. Ça peut être en termes directs de transfert, où les populations ressentent directement l'action, un peu comme par exemple si on augmente le SMIC, on augmente les salaires, ça se ressent directement, comme ça peut être aussi de façon indirecte, où le citoyen le ressent, mais pas en termes de transfert. Lorsqu'on trace une route, on me dira que ce n'est pas du social, c'est du faux, c'est du social. Mais ce n'est pas un social qui a le même caractère que si on augmente le SMIC. Parce que si on augmente le SMIC, si vous êtes à 50 000 et que le SMIC est passé à 100 000, ça veut dire que désormais, vous gagnez comme salaire 100 000. L'impact se ressent plus directement. Plus directement. Mais lorsqu'on trace une route, par exemple, et que vous étiez à 50 000 francs de salaire, et que peut-être, vu l'état dégradé des voies que vous empruntez pour aller au service ou bien pour venir de votre champ, fait que les pieds de rechange de vos voitures sont fréquents, fait que peut-être vous tombez malade parce que la route, c'est pas bien. Lorsqu'on trace une route et que vous roulez là, vous faites d'économie en fait de cette dépense que vous avez l'habitude de faire. Je ne donne qu'un simple exemple pour montrer le caractère indirect social. Alors, dans le cas d'espèce, par exemple. Nous sommes dans quel cas là maintenant? Oui, non, là où nous sommes ici dans le cas du direct. Du direct parce que les populations qui ont été déguerpies, première hypothèse, si on le faisait sans des mesures d'accompagnement, c'est normal que ça va créer plus de dommages qu'au moins qu'ils soient indemnisés un peu. On leur a trouvé une parcelle, chacun va gagner 5 millions. C'est quelque chose. Ça ne peut pas être comparé à rien. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est du social, c'en est un. Soyons concrets.
Très bien. On a fait longtemps le procès à ce gouvernement de ne pas avoir fait du social, notamment à l'occasion de sa première mandature et à l'occasion donc de son discours d'investiture, comme je le disais, le président Patrice Talon l'a même promis. Boris Tougan, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez mis le doigt sur les failles de l'État par le passé. Mais je voudrais qu'on apprécie le gouvernement qui est là, puisque chacun répond quand même de sa gestion d'une manière ou d'une autre, même si nous sommes d'accord que l'État est une continuité. Est-ce que le gouvernement actuel n'a peut-être pas pris à bras le corps les failles de ses prédécesseurs, je parle du gouvernement bien sûr, pour pouvoir peut-être corriger le pire en mettant au centre de son action l'humain, puisque vous avez dit ça justement. Bon, je ne sais pas si nous vivons dans le même pays, hein, parce que quand les engins lourds sont allés à, je crois, Filleon, et de l'autre côté aussi vers Aplakodji, moi j'ai lu sur le visage des populations sinistrées du désarroi. Et vous imaginez que cette opération de déguerpissement a été déclenchée en pleine période de pluie, où j'ai vu un spectacle affligeant, où des bonnes dames avec leur progéniture sous la pluie à la plage. Ce n'est pas bienséant. Nous aurions pu parler de social si il avait été prévu, par exemple, d'aller construire des logements sociaux sur le domaine identifié pour déloger les populations et les installer là-bas. Moi, je peux prendre ça comme du social. Parce que vous savez, c'est une obligation. Ça les avantage plus que si on leur donne l'argent. Oui. Parce que on ne sait pas à quoi ça va servir cet argent-là. On ne sait pas si ça ira. Non, on ne sait pas si ça ira vraiment aux bénéficiaires. Mais ce sont des gens responsables. Non, mais non, la responsabilité civile à ce niveau-là incombe de façon constitutionnelle à l'État. De leur imposer un habitat peut-être qui n'est pas de leur goût. Non, on construit les logements sociaux, on les y installe. Là, c'est du concret. Mais les chiffres qui sont avancés depuis 2016, moi, je ne les vois pas. Moi, je parle du concret, je ne les vois pas. On nous a dit que le Bénin est désormais classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. J'ai discuté avec un cadre de la Banque mondiale qui m'a dit, bon, voilà les critères. Le premier critère, par exemple, c'est que l'aide au développement ou l'aide budgétaire que les institutions de Bretton Woods devaient nous envoyer, ça diminue. Ça veut dire que l'État béninois a expliqué aux bailleurs de fonds que nous avons plus de capacité financière pour assumer certaines charges. Mais est-ce que le Béninois, l'ANDA, ressent cette évolution, cette amélioration? Donc moi je parle du concret, je parle du concret. Est-ce que de 2016 à aujourd'hui, le palais de la ménagère s'est amélioré, ça a été achalandé? Mais parlons justement du concret. Oui. Celui qui a été déguerpi peut-être à l'une ou l'autre de ces zones-là et qui finalement reçoit 5 millions en main et une parcelle, est-ce qu'il aura un tel ressentiment pour Non, dire, ce sont des annonces. Ce sont des annonces. Nous sommes habitués à... le Conseil des ministres l'a dit. Non, combien de décisions ont été annoncées par le Conseil des ministres mais dont on n'a pas... Donc c'est là le problème. C'est un problème de foi, de bonne foi? Non, moi je suis dans la réalité. Je veux avoir des preuves. Il faut qu'on me parle désormais sur pièce à apporter. Parce que si nous devons nous en tenir au PAG 1, tel que ça a été mis en scène à grand renfort médiatique, c'est que le Bénin ne serait plus à l'état où nous sommes. Parce que nous devons faire un point de la mise en œuvre du PAG 1. Vous comprenez? Et je veux, en dehors de quelques réussites en matière d'infrastructure, je veux qu'on me dise quelle est la plus-value du PAG en matière de développement humain, puisque ce qui est mis en œuvre, c'est pour l'épanouissement intégral du citoyen. Le gouvernement vient de faire 100 jours. Peut-être qu'avec la nouvelle donne... Non, vous savez, gérer un pays, ça va tellement vite que si vous n'êtes pas doté de toutes les compétences, vous n'allez pas voir passer les 5 ans. Et le président de la République l'a dit. Oui. Moi, j'ai surveillé un chef d'État pendant 10 ans et c'est qu'une journée dans la vie d'un chef d'État, c'est beaucoup de temps qui s'écoule. Donc, il faut qu'on aille vite pour nous donner les preuves qu'on est venu pour faire mieux que ce que les autres... Sinon que, pour moi, la mobilité urbaine ou les réalisations d'infrastructures ne doivent plus être considérées comme un repère quand on veut parler du développement au Bénin. Parce que Yahi Boni, il a injecté beaucoup d'argent dans les infrastructures. Mais est-ce que le Béninois
a pour objectif de rouler simplement sur des routes. Bon, c'est vrai que pour aller peut-être dans des régions, il faut bien des routes quand même. Mais lorsque Antoine Adouko nous parlait tout à l'heure des infrastructures qui constituent des formes de social et qui n'est peut-être pas comparé avec, disons, une mesure avec une incidence financière directe sur peut-être les rémunérations des citoyens, etc., à supposer même que rien n'avait été fait, que rien du tout n'avait été fait, du tout, pas sur le plan du social. Avec cette mesure-là, Boris Tougan, je reste avec vous. Est-ce que vous, honnêtement, vous pouvez quand même commencer à espérer, à supposer que rien n'avait été fait du tout? Pour la suite, quoi? Pour la suite de la Bon, je ne pourrais pas tabler sur cette manœuvre circonstancielle pour parler du social. Je veux voir, et voilà ce que j'attends. Quand certaines personnes estiment que quand on opine sur ces genres d'événements, qu'on est soit opposant, moi je suis pour le respect des principes, oui, parce que je suis un intellectuel et je me forme pour avoir de nouveaux parchemins. Et je ne parle qu'en fonction de ce qui m'a été enseigné. oui, justement. Nous ne pouvons pas dire, vous ne pouvez pas présenter la construction d'une route à un banquier ou un PTF et lui dire que vous voulez faire du social. Les investissements sont catégorisés. Ou bien pour les citoyens lambda qui ont Non, besoin ce n'est pas du concret. social. Le Béninois aujourd'hui attend que la pression au niveau de la vie soit baissée. D'accord. Les produits vivriers, par exemple, on nous a dit, j'ai écouté le ministre de l'Agriculture dire que bon, il y a des projets pour inciter les gens à l'effet d'accroître la production des produits vivriers, mais comment on explique le fait que le prix du maïs n'a pas chuté? Très bien. Comment on nous explique que le Béninois n'arrive pas, et mon vis-à-vis le sait, s'il veut faire preuve d'honnêteté intellectuelle, il me dira que depuis 2016, sa bourse à lui reçoit plus de pression, plus de sollicitations. C'est parce que le Béninois ne se intuit personné, c'est-à-dire individu, n'a pas senti l'amélioration de ses conditions de vie telles que ça lui a été proposé ou promis par le candidat Patrice Talon. Très bien. Je vais aussi prendre l'avis d'Antoine Adouko sur cet aspect notamment. On a entendu le chef de l'État dire ouvertement à l'occasion de son arrivée en 2016, peut-être en 2017, où il disait qu'il invitait les concitoyens à serrer la ceinture parce qu'on va quand même faire des réformes qui vont probablement le faire mal. Après, lorsque lui-même dit encore le mandat sera éminemment social et que là, on parle d'une opération de déguerpissement suivie d'un relogement avec une compensation financière et puis une parcelle à l'appui. Est-ce que là, finalement, Antoine Adouko, les bourses vont commencer ou continuer peut-être à se desserrer si ça veut dire continuer, si ça veut dire commencer? Je pense que n'allons pas dans des confusions, puisque fort heureusement, on a eu l'occasion où le chef de l'État a expliqué ce qu'il met dans serrer la ceinture. Et même s'il ne le disait pas, moi j'avais déjà compris. Quand on dit de serrer la ceinture, c'est que nous devons chacun, à chaque niveau, faire le sacrifice nécessaire pour retrouver les bonnes formules. Ne voler plus. C'est ça le chef de l'État a dit. Ça veut dire quoi? L'économie fonctionne en termes de production de richesse et de répartition. On ne peut pas répartir la richesse si elle n'est pas produite. Tout ce que M. Tougan dit pour qu'on en arrive à un bien-être de la société, des humains, on ne peut pas le faire sans qu'il y ait des ressources disponibles. Et pour rendre les ressources disponibles, il faut des méthodes, il faut des politiques publiques bien appropriées. Et c'est pour ça, moi j'ai l'impression, tel que j'ai compris le chef de l'État, nous voulons répartir beaucoup de richesses, mais il faut qu'on la crée d'abord. Et pour la créer, chacun à son niveau est tenu de faire le sacrifice nécessaire pour qu'on avance. D'où serrer la ceinture. Et sur cet aspect, vous ne pouvez pas me dire que
le gouvernement ne s'y met pas en termes de lutte contre la corruption, en termes de transparence budgétaire, puisque nous en avons été premier pays en matière de transparence budgétaire de l'Afrique francophone en 2019. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se font pour que les finances publiques s'assainissent. Vous avez vu, c'est sous ce régime que la Cour des comptes a été introduite dans la Constitution. Donc tout ça, finalement, profite Donc, il y a une certaine, oui. soyons francs, il y a une certaine volonté de faire en sorte que les finances publiques, l'économie soient assainies. Et du coup, l'effet, c'est que Donc, il y au aura... plan microéconomique, Non, je suis d'abord au plan macro. Oui, maintenant, moi, je vous invite, Oui, puisque le temps aussi... je suis au plan macro. Parce qu'il faut créer la richesse au plan macro. Et maintenant, au plan micro, Oui. il faut des politiques publiques de redistribution. D'accord? Le gouvernement a choisi des politiques. Le gouvernement dit, je vais faire l'arche. D'accord? Le gouvernement, par exemple, en déguerpissant les gens, a pensé au relogement. Donc, le gouvernement définit des politiques. Très bien. D'accord? Bon, sur les politiques publiques, on peut dire, non, au lieu de faire telle politique, on pouvait en faire une autre. Je ne dis pas que, bon, le gouvernement a fait ce que... Ça dit que c'est sans reproche, je ne le dis pas. Mais sur la méthode, il n'y a pas une redistribution où les gens sont à la maison chez eux et on frappe à la porte pour dire, bon, prenez 100 000 francs, prenez 50 000 francs. Non. Le social même est une partie intégrante de l'économie. Il n'y a pas de social où les gens ne sont pas en train de travailler et gagnent leur vie. Non. Le gouvernement crée les conditions favorables aux populations qui en profitent pour avoir le bien-être. C'est ça, l'économie fonctionne. Pour conclure ce chapitre, nous Oui. sommes quand même sur la bonne voie. Oui. Et que les citoyens devraient davantage espérer. Je crois que nous sommes sur la bonne voie et on est dans une quête permanente d'amélioration. Je n'ai jamais dit que oui, tout est rose, le président Talon, il est Dieu, il est sans faute. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis que si quelque chose se fait là, ayons le courage au moins de dire que oui, quelque chose se fait. Sinon, nous allons décourager nos gouvernants et ils vont croire que quel que soit ce qu'on fait, vous voyez, non, il faut qu'on... C'est pas facile de gouverner. Non, moi, c'est pas facile de gouverner. Sur votre suite, par rapport à votre intervention, oui. il faut que je vous recadre. Oui, en quelques secondes. C'est pas facile de gouverner. Non, l'acte de candidater pour une élection présidentielle au Bénin est un acte volontaire. On n'a pas, moi, citoyen béninois, je n'ai pas mis le fusil sur la tempe de M. Patrice Talon pour être candidat. Et quand il est dans la fonction présidentielle, il doit tenir compte des déshydratats des populations. Alors, et je vous dis, non, il faut que là je n'est vous pas dise, vraiment le propos. le souhait du Béninois lambda aujourd'hui, c'est que le maïs coûte moins cher. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Et que le riz soit subventionné. Très bien. Ou soit tout au moins qu'on dégraisse. Non, je suis dans la réalité. Qu'on dégraisse la douane pour que le riz coûte moins cher. Que les gens ne soient plus obligés d'aller dédouaner leurs marchandises dans les autres pays limitrophes. Bien. Ça, c'est la réalité. Alors, je crois quand même qu'on va évoluer. On va parler justement de la démocratie béninoise avec le 15 septembre, qui est la journée internationale de cette démocratie. Boris Tougan, vous gardez la parole et vous me dites si vous pensez que le Bénin aujourd'hui est un État qui peut quand même se vanter de la qualité de sa démocratie. Merci beaucoup pour cette question qui, pour ma part, paraît plus sérieuse que ce dont nous discutions. Oui, puis ce dont nous discutions, lorsque les citoyens reçoivent 5 millions après avoir été déguerpis, ce n'est pas sérieux. Bon, c'est au fait la démocratie qui permet aux citoyens d'exprimer ses attentes pour tendre vers le plein épanouissement. D'accord. Donc, je disais tantôt que la démocratie n'est pas un thème dont le Bénin a l'apanage. C'est un système de gouvernance auquel le Bénin a souscrit par la signature d'accords internationaux. Et donc, quand nous voulons en parler au Bénin, nous devons tenir compte du fait qu'il y a des critères d'analyse. Et ce n'est pas par une alchimie que l'ONU a choisi une date. C'est symbolique. A choisi la date du 15 septembre de chaque année pour commémorer. Mais
Vous savez, la démocratie est un concept qui a été déjà évoqué depuis les années 1640, avant Jésus-Christ, pour que nous puissions définir les modalités du vivre en commun. Parce que la monarchie a montré ses limites. C'est pour cette raison que le philosophe grec Solon a édicté quelques idées pour que le citoyen puisse se sentir intégralement considéré dans la gestion de la cité. Donc, partant de là, nous devons savoir que nous voulons faire un choix. Soit nous faisons de la démocratie, ou soit nous faisons autre chose. Mais depuis cette fameuse conférence des forces vives de la nation de 90, Oui. le peuple béninois, dans son immense majorité, a décidé de faire l'option de la démocratie. Donc, si un gouvernant accède au pouvoir en 2016, ce gouvernant doit s'inscrire dans la continuité de cette pratique. Est-ce que c'est le cas? Oui, je voulais en arriver là. Oui. Allons-y directement. Au fait, il y a des critères pour analyser une démocratie. Oui. C'est sur la base de ces critères que les organisations internationales comme l'ONU, d'ailleurs, fait des classements pour voir dans chaque État disons, la qualité de la démocratie. Oui. Et il y a deux sortes de démocratie. Il y a la démocratie directe et la démocratie parlementaire. La démocratie directe, c'est que ça remet au cœur de la pratique de la vie politique le suffrage universel direct. Ça fait que c'est le citoyen qui va au bureau de vote pour choisir celui qu'il veut qui le dirige. Oui. La démocratie parlementaire, c'est le Parlement qui élit le chef du gouvernement. Au Bénin, nous avons choisi la démocratie directe. En dehors de ça, de cette spécification, Oui. les critères sont ceux-ci. La séparation des pouvoirs, Oui. le respect des droits humains, Oui. le caractère participatif. Ça veut dire que quand nous voulons mettre en œuvre des réformes, nous devons consulter les populations. La liberté d'expression, la liberté d'association et l'organisation régulière des élections. C'est en quelques mots Les critères qui permettent d'évaluer une démocratie. Et là, je voudrais que vous puissiez me dire en une minute, s'il vous plaît, en prenant un peu ces critères-là, où en est le Bénin? Le Bénin est à la croisée des chemins parce que depuis 2016, je constate avec regret que la démocratie béninoise est mise à rude épreuve. Qu'est-ce que vous le faites Il y a beaucoup de faits. Oui. Il y a beaucoup de faits. Allons-y. Et si nous allons nous éterniser sur tout ce qui s'est passé, toute cette batterie de faits depuis 2016 jusqu'ici, on ne pourra pas s'en sortir. Mais je vous donne quelques indices. Oui. Je constate que depuis 2016, le principe de séparation des pouvoirs au Bénin s'est étiolé. Comment? Parce que j'ai vu comment le Parlement béninois a été installé. Et je vois qu'au niveau du Parlement, l'activité principale que constitue le contrôle de l'action gouvernementale a été pratiquement mise en berne. Non seulement ça, vous savez, dans la pratique des relations entre les institutions, avant 2016 ou jusqu'à la dernière révision de la Constitution, pour faire les accords de prêt, il y a souvent des séances de ratification au Parlement, mais depuis un certain temps, la nouvelle Constitution donne la liberté au président de la République de contracter les prêts. C'est la Constitution qui le dit. Non, mais la révision a été obtenue comment? En droit, Oui, dites-moi. en droit, la procédure donne une idée de la crédibilité. D'abord, pour Vous comprenez? En droit, aller vous vite. pouvez avoir raison, Oui. mais compte tenu du non-respect de la procédure, Oui. vous perdez. C'est la même chose. C'est Oui. que la révision a été obtenue au forceps.
Non, mais quand vous parlez au mépris du consensus qui est un principe à valeur constitutionnelle. Très bien. Il y a vous allez continuer, mais quand vous parlez de processus, d'abord, la démocratie n'est pas le respect des institutions. Oui ou non? C'est le fondement. Très bien. Est-ce que la démocratie, par exemple, n'a pas prévu, selon nous, notre démocratie, que l'Assemblée nationale vote les lois? Et que la Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité. C'est ce que je viens de vous dire. Lorsque tout ce processus est respecté en ce qui concerne la Constitution, quel problème ça vous pose? Non, ce processus ne peut pas être respecté, c'est-à-dire hors cadre. Comment? Quel cadre? Je viens de vous dire que sous Yahi Boni, les députés avaient voulu prolonger le mandat et ils ont révisé la Constitution alors que il fallait, à l'époque, tenir compte du consensus. Oui, mais qui l'a cassé cette décision? C'est la Cour, non? Non, mais vous savez, nous parlons de théorie juridique. Les revirements, je vous ai dit que nous devons, pour ne pas gaspiller tout le temps, voilà, parce que je voudrais qu'on aille. Nous devons rétrécir l'angle de ce débat. Très bien. Sinon, les questions que vous me posez vont nous amener dans d'autres considérations qui ne vont pas nous permettre de sortir d'ici. Mais je vous dis que les revirements jurisprudentiels que j'ai observés avec cette Cour constitutionnelle me posent un problème d'éthique. Donc, parce que la Cour constitutionnelle qui a précédé celle-ci avait déjà pris des décisions. Et pour moi, par respect pour l'hygiène intellectuelle, on ne peut pas observer ces revirements jurisprudentiels sans que ces décisions de justice constitutionnelle ne soient motivées. Bon, d'accord. Vous voyez? Mais la Cour constitutionnelle dirigée par Maître Diogbenou ne nous a pas dit, au sens stricto sensus, quelles sont les motivations. Les décisions de la Cour sont toujours motivées. Non, on ne nous a pas dit. Il n'y a pas de fait nouveau. Pour qu'on nous dise que la Cour, c'est-à-dire, vous avez un enfant, et vous lui dites, en 2019, il ne faut pas gifler les adultes. Et en 2020, vous dites, il faut gifler les adultes. Très bien. Et qu'est-ce qui vous motive? Donc, je retiens déjà que sur le plan de la séparation des pouvoirs, ça ne va pas à vous entendre. Antoine Konou, que dites-vous justement de tout ce que vous venez d'entendre? J'ai dit religieusement au débatteur et j'ai voulu, sans faire trop de discours, présenter deux aspects essentiels. Très bien. Le premier aspect, c'est de montrer ce que c'est que la démocratie. Et le deuxième aspect, c'est de montrer ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Je voudrais qu'on aille directement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, justement. Voilà, parce que si vous voulez faire un coup de démocratie... Non, ce n'est pas un coup de démocratie. Oui. Vous l'avez laissé développer trop de choses là. Je vais être aussi bref. Très bien. Pour rester dans le temps. Vous allez nous faciliter la tâche. Le premier élément que je voulais faire observer, c'est la conception, la théorie conceptuelle de la démocratie elle-même. Comment la démocratie, sous quelle hypothèse la démocratie a été conçue. Quand vous lisez les documents de droit constitutionnel que j'ai consultés pour la plupart, les théoriciens qui ont élaboré la démocratie l'ont fait sous l'hypothèse que l'homme est vertueux. Et que, du fait de cela, devant le bien et le mal, l'homme ne peut que choisir le bien. C'est l'hypothèse de départ. Pourquoi je fais cela? Mais il est admis généralement que l'homme n'est pas vertueux. Vous le savez. Et si moi je dois parler de ma foi chrétienne, il est enseigné que l'homme a hérité du péché originel et donc de ce fait, il est partagé entre le bien et le mal. Non, ne me coupez pas, puisque pourquoi je le dis? Oui, mais je voudrais quand même qu'on touche l'essentiel. Oui, non, c'est l'essentiel. Il faut qu'on retienne quelque chose de ce débat. À l'arrivée, vous allez comprendre que c'est l'essentiel. Oui. Pourquoi je fais ce développement? Je fais ce développement parce que le système même est basé sur l'humain, qui a des faiblesses. Ça veut dire que il ne peut pas avoir une démocratie sans faille. Donc, le fait d'observer des failles ne doit pas être synonyme de dire qu'on n'est pas en démocratie. Parce que, voilà.
Donc, mais s'il y a des failles, on peut faire des conjectures, faire des analyses pour qu'on améliore les choses. Mais on ne peut pas dire oui, parce qu'on a observé telle chose, on n'est pas en démocratie. Je ne suis pas d'accord. Puisque la démocratie n'est pas un système sans faille. Aucune démocratie du monde n'est imperfectible. D'accord? Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, la démocratie elle-même, je ne veux pas parler des règles qu'il a éditées, mais moi, je parle beaucoup plus des principes. Très bien. Et les principes de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Nous avons un pouvoir législatif qui permet de faire au peuple de faire les lois. Nous avons un pouvoir exécutif qui permet de les mettre en œuvre. Et nous avons un pouvoir judiciaire qui permet de les appliquer. Si quelqu'un n'a... Voilà. Sur ça... Maintenant, il a parlé du contexte d'installation, par exemple, de la législature. Est-ce que là, c'est une faille de la démocratie? Nous avons ces institutions. Donc, on peut dire qu'on n'est pas en démocratie. Maintenant, là où le problème se pose en réalité, c'est, moi je dirais, l'incompréhension que les gens ont du principe de la séparation des pouvoirs. Très bien. Le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas un principe d'antagonisme des pouvoirs. C'est un principe, la séparation, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire, vous n'allez jamais voir le président Talon aller s'asseoir dans la chaise du procureur pour prononcer une sentence à sa place. Vous ne verrez jamais le président de la République aller s'asseoir sur la chaise d'un magistrat du siège pour le remplacer, pour se prononcer. Non, les fonctions sont séparées. Le judiciaire est là, il fait son travail, le législatif est là, et l'exécutif est là. Donc, la séparation, elle est fonctionnelle. Maintenant, au plan politique, en fait, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Les fonctions sont complémentaires même. Parce que, si nous voulons un résultat donné, et que le résultat que nous voulons, qui doit être bien pour le peuple, a besoin du législatif, de l'exécutif et du judiciaire, qu'adviendrait-il si l'ensemble là ne coordonne pas leurs actions pour qu'on en arrive là? C'est ça la question. Mais il a parlé tout à l'heure, par exemple, de l'autre fonction régalienne de l'Assemblée nationale, par exemple, le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, cette compréhension, nous devons l'avoir. Oui. Ce n'est pas parce que nous avons une Assemblée qui est en contradiction tendue avec le gouvernement qu'on va dire qu'on a une Assemblée. Non. Si ce que le gouvernement propose comme bien, si l'Assemblée nationale n'accompagne pas, quand est-ce que le peuple va en bénéficier? Mais ça dépend de ce que vous mettez dans accompagner. Ce que je dis là, si le gouvernement, par exemple, autant que nous sommes béninois, nous voulons tous qu'on lutte contre la corruption, oui ou non? Si le gouvernement prend un dossier, qu'il envoie à la justice, et que finalement la justice ne traite pas bien le dossier, et que les gens, quand ils vont là-bas, ils gagnent et ils retournent chez eux, est-ce que c'est bon pour le peuple? C'est pourquoi il dit, il faut comprendre par le pouvoir la séparation fonctionnelle, mais dans la pratique, les pouvoirs se complètent. Très bien. Au plan politique, ça devient encore pire. Parce qu'il ne faut pas que nous leurrons. Nous leurrons. Ceux qui bavardent aujourd'hui. Non, personne ne bavarde. Non, les gens donnent leurs avis. Puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Bien. Nous avons vécu. Moi, je me rappelle toujours de ce fameux chaos-là. Quand nous, on était majoritaire à l'Assemblée nationale, nous, on était de l'opposition. L'Union fait la nation. Nous, on était de l'opposition. Et de surcroît, on était encore majoritaire à l'Assemblée nationale. Et nous avons voté, nous avons utilisé notre majorité pour voter une loi d'abrogation du RENA en 2010. Parce que le gouvernement a commencé au forceps l'utilisation de la LEPI, puisque c'est dans la LEPI que le chaos se préparait. Et nous, comme on était majoritaire, on a voté une loi d'abrogation à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a utilisé sa majorité à la Cour. Et sous Robert Dossou... Vous parlez de quelle Cour? La Cour de Robert Dossou. Et sous Robert Dossou, ils ont rendu une décision de 46 pages. Bien. Alors, pour pouvoir dire que la loi d'abrogation là est contraire à la Constitution. Donc vous voulez reprendre les erreurs de l'Aïboli? Non, je ne veux pas reprendre. Moi, je suis votre argumentaire. Oui, non, j'explique pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Mais cette décision Donc de vous la êtes prêt Cour, à remettre en scène les cette anciennes habitudes? cette décision de la Cour, elle nous fraude à la loi, puisque c'est le législateur On qui ne a va pas donné. revenir quand même Donc, sur des cas il y a isolés, toujours, puisque nous parlons au quand plan même de la politique, démocratie au plan puis global. au plan politique, comme il y a des intérêts en jeu, chaque institution étant une institution Très bien. avant tout Alors, politique. oui, je voudrais quand même doit qu'on revienne, faire ce qu'on- jeu qu'on pour revienne- rester dans le jeu. Merci à Konou. Je Y a voudrais rien qu'on de revienne à nouveau. d'autres aspects que vous avez énumérés tout à l'heure Y a rapidement. rien de Vous avez nouveau. parlé des droits humains, des libertés, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que là aussi, que ça ne va pas? Non, j'observe que ça ne va pas. Parce que, Comment? oui, je vous donne quelques cas. Hein, Oui, je vous donne directement. quelques cas. Je prends par exemple le cas du professeur Joël Aïvo, qui aujourd'hui est en prison. Il a été kidnappé parce qu'il n'a pas, Non, il n'a pas. Non, non, je parle pour les juristes. Je parle. C'est un terme juridique, ça, que de dire Oui, ça? puisqu'il n'a pas reçu, de convocation. Il n'a pas, Bon, bref. il n'a pas été, il n'a pas été traité Bien. comme Donc, la- vous donnez lui son exemple et quoi d'autre encore? et vous voyez, aujourd'hui, vous avez vu comment le processus de création de la CRIET s'est passé. Mais ça a été Dans- corrigé dans après. le premier- oui, bon, Bon, tout très ça, bien. ça pose un problème d'image. On aurait pu prévoir une CRIET telle qu'elle est aujourd'hui, en matière formelle. À la base. À la base. Très bien. Donc, Ensuite il y a plein d'autres cas Oui. où des citoyens n'ont pas été traités de la même façon devant la loi, alors que c'est un principe élémentaire en droit. Tous les citoyens ont devant la Les loi. mêmes droits. Oui, ils sont égaux. Donc, aujourd'hui, le Béninois, je ne parle pas de moi, le Béninois lambda ne croit plus en la justice de son pays. Et ça pose un problème. Vous avez vraiment la certitude que c'est Il y a problème- c'est il y a la problème de- sentiment il y a- commun? C'est Oui, oui, il y a une crise c'est de la conception commune au Bénin? Voilà, oui, ça émane, j'entends les critiques. C'est qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui Pourquoi? entre la justice et son peuple. Parce que oui. le Béninois a cette chance-là. Le Béninois, quel que soit son niveau intellectuel, est très intelligent. Donnez un seul exemple qui prouve qu'il y a une crise de confiance entre le peuple et la justice. On ne connaît pas aujourd'hui, par exemple, quels sont les domaines de compétences de la CRIET. On a dit. Quels sont les- non? quels sont les De répression dossiers- des infractions économiques et du terrorisme. Oui, quels sont les dossiers Oui. dont la CRIET doit connaître D'accord. juridiquement. Oui. Et aujourd'hui, le Béninois ne se sent plus en sécurité quand on le convoque. Il ne sait pas quelle est la procédure. On garde des citoyens pendant des mois de détention préventive et on leur dit, bon, vous devez aller au tribunal de droit commun. Après, on dit non, c'est la CRIET. Il faut que les procédures soient redéfinies. C'est une question de crédibilité. Très bien. Parce que le droit a une science. Oui. Alors, justement, sur ce cas-là, la justice, par exemple, parlons-en, Antoine Anoukonou, il a donné des exemples. Hein. Il a parlé de Joël Aïvo, il a parlé de la CRIET, de son fonctionnement. Vous pensez que ça ne va pas sur ces plans? Bon, moi, Est-ce objectif de faire... Je ne veux pas faire des spécifications. Vous voyez, Joël Aïvo, tout ça là, je ne veux pas faire des spécifications. Ce que je peux dire, Oui. c'est que le problème de l'indépendance de la justice se pose dans tous les pays d'Afrique et du monde entier. C'est vrai que l'ampleur est plus élevée Varie d'un pays à un d'un autre. pays à un autre. Lorsque vous allez en Europe, l'ampleur n'est pas si élevée, mais quand vous venez dans les pays d'Afrique, y compris le Bénin, ce problème se pose avec acuité. Mais ce que moi je retiens comme essentiel, c'est quoi? En fait, la justice elle est indépendante dans les tests. Et pourquoi j'ai donné l'exemple tout à l'heure que vous n'allez jamais voir le président de la République se substituer à un juge et faire le travail à sa place. D'accord? Donc, un travail doit être fait dans ce sens en invitant les juges à être beaucoup plus professionnels. Parce que l'indépendance du juge, pour moi, se trouve beaucoup plus dans sa conscience professionnelle, des valeurs morales qu'il a de la République, que ce qui est écrit dans les tests. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas cerner. Puisque... Donc la crise de confiance dont il parle existe Oui, alors? non, oui, cette crise de confiance existe et c'est permanent. Et c'est D'accord. permanent. D'accord. Mais la cause, ce n'est pas les gouvernants qui sont là. Très C'est quelque chose qui existait depuis et qui existera si ce que je dis là, le travail n'est pas fait. Et quand on dit même les magistrats, peut-être que ce ne sont pas tous les magistrats. Il y en a qui sont vertueux, qui sont
dégourdis et peut-être ils n'ont pas la chance d'avoir à charge les dossiers pour les traiter. Donc, comme je l'ai dit, la démocratie, c'est une quête permanente. Je suis d'accord avec les critiques, mais ne critiquons pas pour faire savoir que c'est aujourd'hui que ça a commencé. Non, on prend 2016 comme référence. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple sous Yahi de quelque chose qui s'est fait. Je dois répondre sur la suite de mon vis-à-vis. Oui. Moi, j'ai lutté pendant 10 ans contre Boni Yahi parce qu'il n'est pas attaché au respect des principes. Oui. Et je ne suis pas d'accord qu'on me demande d'accepter que Patrice Talon reprenne avec les mêmes erreurs que Yahi. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Non, nous devons Je n'ai jamais aller. dit ça. Vous savez, qu'est-ce qui pose problème? Le seul problème, quelle est la relation fonctionnelle entre les différentes institutions que nous avons créées pour nous conformer à la démocratie, qui est l'option que nous avons faite depuis 1990. C'est le débat. Maintenant, si vous venez, je comprends que Patrice Talon, il est opérateur économique, il est homme d'affaires, mais quand il intègre la fonction présidentielle, il doit faire une mue, c'est-à-dire une mutation, une transition, qui fait de lui, désormais, un Béninois qui se soucie de la vie, du bien-être de la majorité. Mais cette façon de voir n'est pas en harmonie avec son titre ou son statut d'homme d'affaires, mais président de la République. Ce n'est pas pour rien que dans mon introduction, j'ai montré la faiblesse de l'homme et que comme les animateurs sont des hommes, que ces faiblesses-là, vous les aurez toujours. Les institutions dont vous parlez, ce n'est pas les hommes qui les animent et qui ont leur propre intérêt. Ils ne sont pas venus là pour les beaux yeux de quelqu'un. Donc, on doit essayer de faire avec les deux. On fait avec le vertueux, le naturel qu'on souhaite, et en même temps, on est à côté des hommes. On va aller d'amélioration en amélioration. Mais si vous pensez qu'on peut améliorer tout en une minute, c'est faux. C'est pas possible. Moi, je dois exiger. C'est pas possible. Je dois exiger plus de Patrice Talon, du président Patrice Talon, parce que c'est un homme que j'ai connu plus que les autres présidents. Très bien. Et je sais que c'est un homme rigoureux. Oui. Donc, il doit faire profiter le Bénin de son intelligence. Et il le fait si bien. Encore qu'il est bien. Et il le fait si bien. C'est parce que vous ne voulez pas être honnête. Non, je suis honnête. Il le fait si bien. Je suis honnête et les gens le savent. Non, vous n'êtes pas honnête. Il le fait si bien. Le professeur Djogbenou. En termes de rigueur aujourd'hui. Le professeur Djogbenou est dans les entourages de Patrice Talon. Mais je ne peux pas tolérer certaines erreurs venant de ceux-là en matière de droit parce qu'il est enseignant, droit magistral à l'université. Donc, ça veut dire que si on prend des décisions qui sont liées à la justice et qu'il est dans les environs, il doit dire attention, je dois attirer votre attention sur ci et ça. Très bien. Je vais vous donner l'exemple de Chouela Ivola. Il est professeur de droit constitutionnel. Qu'est-ce qu'il enseigne à l'université? Que les décisions de la Cour sont sans recours. Mais la Cour constitutionnelle a validé la Constitution et il a dit que lui va faire exploser le parrainage. Vous voyez? Donc lorsqu'on rentre dans le champ politique, c'est autre chose. Non, quand il dit qu'il va faire le parrainage, ne voyez pas le professeur Djogbenou là. Vous ne prenez plus le professeur Djogbenou en tant que professeur d'université de droit privé. Non, mais c'est ça, tu as vu. Non. Il est là en tant que président de la Cour constitutionnelle. Merci. Vous avez vu votre Joël. C'est bon. On a terminé malheureusement. Merci infiniment à vous, messieurs. Boris Tougan, vous êtes le directeur général du quotidien L'Enquêteur. Antoine Anoukonou, merci infiniment. Vous êtes acteur politique. Vous êtes membre du parti politique Bloc Républicain. Merci infiniment à vous d'être venu croiser un peu les fers. C'est avec un plaisir qu'on va encore se retrouver certainement d'autres dimanches pour d'autres duels et sur d'autres sujets d'actualité.